Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Ça va être le test. Normalement, oui. S'il y a un souci, faites-moi signe dans le chat et je m'organiserai. Merci d'être là, de venir écouter cette présentation sur les études au Royaume-Uni. Je m'appelle Marc. Je suis en fait un ancien du lycée international. Ça remonte un petit peu, mais j'étais dans la section britannique jusqu'en 2003. Et depuis, j'ai fait toutes sortes de choses et j'ai notamment créé mon entreprise qui s'appelle Study Experience et qui est spécialisée dans l'accompagnement des étudiants qui partent à l'étranger. Voilà. Et notamment au Royaume-Uni. C'est vrai que voilà, à ce titre-là, on a l'habitude d'accompagner pas mal d'élèves, notamment du lycée international, pour leur projet d'études au Royaume-Uni. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous parler de ces études au Royaume-Uni et spécifiquement dans le contexte de 2021 avec le Brexit en l'occurrence, qui est l'éléphant dans la pièce, on va dire. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Plus largement de la destination au Royaume-Uni, des avantages de l'attrait des études au Royaume-Uni, des débouchés, de ce à quoi ressemble un petit peu la vie étudiante au Royaume-Uni. Voilà, on parlera de tout ça et puis il y aura un temps évidemment pour les questions à la fin. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pourrez tout à fait me les adresser. J'ai essayé de tenir compte de questions que certains parmi vous avaient adressées dans le formulaire d'inscription au webinaire. Alors certaines étant plus spécifiques que d'autres, voilà, c'est plus ou moins évident d'y répondre dans le contexte d'un webinaire. Mais bon, sachez que si vous avez aussi des questions très spécifiques par rapport à votre cas personnel, vous aurez mes coordonnées et vous pourrez tout à fait me les adresser si je ne réponds pas à ces questions-là aujourd'hui. Voilà, donc je vais lancer ma présentation. Sachez qu'elle est enregistrée, donc je vous enverrai le lien par la suite si jamais vous souhaitez revenir sur certains points. Alors, partage d'écran, tac, c'est parti. Voilà, je vois un petit bug là en fait. Attendez un instant. Hop. Bon, on va y arriver. Voilà. Bon. Les études au Royaume-Uni. Donc, écoutez, commençons par le commencement. Le Royaume-Uni, ça fait bien longtemps que c'est vraiment l'une des destinations les plus attractives pour les études, en tout cas jusqu'au Brexit. On verra comment ça évolue par la suite, mais jusqu'ici, c'est quand même la destination européenne qui attire le plus d'étudiants pour tout un tas de raisons, notamment le prestige des universités. Pour un pays qui quand même est relativement petit à l'échelle mondiale, elle concentre quand même une grosse partie des meilleures universités au monde. Et quand vous regardez les classements comme QS ou The Times ou Jiaotong ou tous les autres classements, vous verrez que quand même les universités dominent, les universités britanniques dominent quand même dans ces classements aux côtés des universités américaines. Donc ça, forcément, ça sera toujours d'actualité et c'est un point qui attire forcément beaucoup d'étudiants. Il y a une certaine proximité par rapport à la France, en tout cas, qui fait que pour des étudiants qui partiraient pour une première expérience longue à l'étranger, c'est quand même rassurant pour tout le monde, que ce soit pour l'étudiant ou ses parents, d'être dans un pays qui n'est pas trop loin. Le système éducatif, on va le voir dans les slides à venir, mais est plutôt attrayant, je trouve. En tout cas, propose des particularités qui vont certainement en séduire certains. L'importance aussi de la vie étudiante, de la vie de campus, de l'associatif, du sportif et tout ça. Et une destination qui va rester relativement, autant par le passé, j'aurais dit abordable sur le plan financier. On va voir que certaines choses vont changer au niveau des frais de scolarité. J'ai ajouté le mot relativement du coup, parce que c'est vrai que les conditions changent un petit peu.
Mais comparé en tout cas à d'autres destinations anglophones comme les États-Unis ou le Canada anglophone ou l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ça reste quand même une destination qui est relativement abordable quand vous faites le budget global entre les frais de scolarité et le coût de la vie et les allers-retours et compagnie. Donc voilà, on va voir un petit peu ces points ensemble. Donc quand on regarde les avantages spécifiques du Royaume-Uni sur le plan éducatif, et qu'est-ce qui ferait finalement du coup que vous auriez envie de choisir les études au Royaume-Uni plutôt qu'ailleurs, plutôt que les États-Unis ou plutôt que la France ou d'autres pays européens. On va penser à certaines choses. On pense, comme je l'ai indiqué, donc au prestige des universités. On peut en citer assez facilement pas mal. Je pense que tout le monde qui écoute là aujourd'hui connaîtra Oxford Cambridge, connaîtra UCL, King's College, Imperial. Il y a quand même une liste assez importante d'universités que tout le monde connaît. Donc ça joue. Alors, l'une des raisons, en fait, finalement, pour lesquelles beaucoup d'étudiants décident de partir à l'étranger, et c'est le cas aussi pour le Royaume-Uni, c'est que c'est un bon tremplin pour la poursuite d'études en France également. Ce que j'entends par là, c'est que vous pouvez tout à fait partir après le bac, faire une licence, un bachelor au Royaume-Uni, contourner ainsi notamment le système des prépas pour ceux qui se destineraient à des études de commerce ou d'ingénierie, par exemple, et revenir par la suite en France et intégrer les grandes écoles au niveau du master à ce moment-là. Ça, c'est vrai que c'est bon, c'est pas spécifique au Royaume-Uni là pour le coup, c'est vrai pour n'importe quelle destination étrangère en fin de compte. Mais le fait d'aller étudier à l'étranger, c'est vrai que c'est intéressant aussi pour la France finalement. Alors pour revenir un petit peu au Royaume-Uni, vous allez trouver aussi une façon d'enseigner qui est pas la même qu'en France. Ça va être plus souvent des petites classes. Très souvent, on va demander aux élèves d'arriver en cours déjà préparés. C'est-à-dire qu'on va considérer que les cours, c'est pas là pour vous apporter les fondamentaux, on va dire. On va considérer que les fondamentaux, vous pouvez les acquérir en apprentissage indépendant, en lisant des livres ou en faisant des exercices en amont. Et les cours vont servir pour approfondir les choses, pour débattre avec le professeur, pour qui en profitera pour vous challenger sur certaines choses. C'est assez interactif en l'occurrence les cours, et on retrouve un rapport quand même particulier entre les élèves, entre les étudiants plutôt, dans ces facs-là et leurs professeurs, avec souvent une politique de porte ouverte qui est tout à fait appliquée. Et c'est très facile, les professeurs sont très accessibles, c'est très facile de parler un petit peu des choses qui vous soucient ou qui vous intéressent. En l'occurrence, vous pouvez approfondir certaines thématiques, demander au professeur de vous appuyer sur une recherche que vous avez envie de faire par ailleurs. Il y a une familiarité qu'il ne faut pas confondre non plus. C'est pas vos amis forcément non plus, mais en tout cas, sont très accessibles. Ce qui, du moins, comparé au système universitaire français, je ne vais pas forcément parler des écoles, mais comparé au système universitaire, on peut très facilement se sentir anonyme avec des professeurs qui ne vous connaissent pas du tout. Au Royaume-Uni, ça c'est très différent. Donc, c'est vrai que là, on se sent vraiment intégré et on fait partie d'une famille sur un campus universitaire, ce qui est assez sympa. L'une des particularités au Royaume-Uni, c'est la flexibilité aussi des cursus, à la fois pendant les études, mais aussi après. Ce que j'entends par là, c'est que pendant les études, vous avez la possibilité d'adapter et de construire votre cursus en fonction des intérêts que vous avez à un moment donné. Donc, vous pouvez choisir des options parfois directement liées à votre domaine d'études. Donc, si vous faites des études de commerce et que vous avez envie de vous spécialiser plutôt en marketing, ça, c'est possible. Voilà. Mais aussi, si vous faites des études d'ingénierie et que vous avez envie, en plus de faire une option linguistique, d'apprendre le chinois, par exemple, c'est quelque chose que vous pourriez faire également.
donc, ce sont des cursus qui commencent en principe en première année avec un tronc commun, mais au fur et à mesure, vous allez vraiment le construire à votre sauce, un petit peu à la carte, et vous validez comme ça un diplôme en fin de compte qui vous ressemble le plus possible. Et la flexibilité, elle est présente aussi au niveau des débouchés. Ça, c'est une grosse différence du système britannique. C'est que on est moins dans cette volonté de professionnaliser à tout prix les étudiants dès le niveau post-bac, en fait. C'est vrai qu'en France, quand on regarde un petit peu comment ça marche, les élèves vont avoir 5 ou 6 choix quelque part dans la vie. Ils peuvent aller en école de commerce et travailler en entreprise, ils peuvent faire une école d'ingé pour devenir ingénieur, ils peuvent faire médecine pour être médecin, droit pour faire avocat, philosophie pour être prof, si je caricature un petit peu. Mais bon, typiquement, l'élève qui fait une licence de philosophie, en l'occurrence en France, risque d'avoir du mal à intégrer dans un deuxième temps une entreprise si finalement c'est ce qu'il souhaite faire. Au Royaume-Uni, c'est très différent. Vous pouvez très bien faire des études, en l'occurrence de philosophie, si on prend cet exemple-là, et par la suite être recruté par une entreprise pour être expert comptable, par exemple. Tout simplement parce que même si vous n'avez pas validé ces compétences professionnelles pendant vos études, les entreprises jouent un rôle important au niveau de la formation et vont former leurs recrues sur le terrain, en fait. Et c'est vrai dans plein de domaines. Ce qui, à mon sens, est pas mal parce que ça retire beaucoup de pression chez ceux qui ne savent pas exactement ce qu'ils souhaitent faire. Vous pouvez vous concentrer sur un domaine d'études qui vous passionne aujourd'hui, qui ne débouche pas forcément sur un métier spécifique que vous n'avez du coup peut-être pas en tête, mais en sachant tout à fait que vous pouvez derrière être recruté directement par des entreprises ou d'autres. Voilà, dans les limites du raisonnable, évidemment, hein, vous n'allez pas faire médecine après une licence de philosophie. Mais il y a quand même plein d'ouvertures possibles. Aussi au niveau des masters, vous pouvez très bien faire un master en commerce après avoir fait une licence en histoire, par exemple. C'est tout à fait envisageable et possible. Et ça, je trouve que c'est un vrai atout, une vraie force du système britannique. Ce que vous allez retrouver aussi, ce sont les campus universitaires, un petit peu comme aux États-Unis ou au Canada, c'est similaire après. Hein. Ces avantages que je vous cite là, d'ailleurs, je pense qu'ils s'appliquent de manière générale au système anglophone, pas forcément uniquement britannique. Mais vous allez trouver ces grands campus avec des résidences, beaucoup d'installations académiques, évidemment, mais aussi sportives, culturelles ou autres. Et cette importance de la vie étudiante. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, vous avez relativement peu d'heures de cours en fin de compte. En moyenne, peut-être 10, 15 heures de cours par semaine, ce qui peut paraître assez faible, surtout quand on sort d'un système au lycée international où vous avez l'habitude d'avoir parfois plus de 35 heures de cours par semaine. Donc là, ça change radicalement la donne par rapport à ça. Il ne faut pas penser que ce sera les vacances pour autant. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'attente, c'est que vous arriviez en cours préparé. Donc, pour chaque heure que vous avez en présentiel, il est attendu que vous ayez fait quand même pas mal de travail en amont. Vous aurez aussi beaucoup de travail individuel ou en équipe, de la recherche à faire aussi en plus des cours. Mais l'une des autres raisons pour lesquelles vous avez relativement peu d'heures de cours, c'est pour privilégier et faciliter toute cette vie étudiante qui va avec. Il faut que vous ayez le temps de pouvoir faire du sport à côté, de faire du théâtre si c'est ce qui vous plaît, ou pour faire un petit job. Donc ça, c'est tout à fait du coup possible. Et vous pouvez tout à fait envisager de faire un petit job en parallèle de vos études sans que ça vous pénalise outre mesure, puisque le programme est vraiment construit de sorte à vous permettre de jongler plusieurs choses. Donc, cette vie étudiante, à quoi est-ce que ça ressemble exactement? J'ai vu qu'il y avait certaines questions d'ailleurs dans les inscriptions à ce webinaire, notamment en lien avec des petites inquiétudes émergées au sujet du logement et tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Royaume-Uni, vous avez la garantie d'un logement en première année sur le campus.
Donc, il n'y a pas vraiment de problème de logement. Il n'y a pas de pénurie de logement. Il y a tout ce qu'il faut. Sur le campus, vous aurez votre chambre étudiante et vous aurez un accès totalement libre à toutes les installations du campus. Alors, évidemment, certaines universités vont être plus ou moins bien équipées finalement. Et ça peut être important aussi d'ailleurs dans le choix de l'université au moment de l'orientation. Mais bon, globalement, elles vont toutes avoir des bibliothèques, des installations sportives, culturelles. Quand je parle d'installations culturelles, c'est tout ce qui est salle de théâtre, salle de cinéma ou des choses comme ça. Les campus, ce sont des villes dans la ville. Hein. Donc, vous allez avoir des commerces au même titre que dans la ville, des restaurants, des cafés, des bars, des boîtes de nuit aussi, ces choses-là. Tout ça, c'est sur le campus, dans un environnement sécurisé, surveillé. Les étudiants étant encadrés vraiment 24 heures sur 24. Donc, s'il y a le moindre souci, vous avez à tout moment des personnes à qui vous pouvez vous adresser à ce niveau-là. Un encadrement proposé aussi, je ne sais pas si les étudiants sont concernés, mais s'il y a des étudiants en situation de handicap, voilà, les universités sont bien équipées pour faire face à ça et vont soit vous proposer des installations adaptées si la question est là, ou vous proposer un mode d'enseignement adapté pour que vous soyez dans les meilleures conditions possibles pour apprendre. L'importance aussi des associations étudiantes, c'est ce qu'on va appeler les Student Societies au Royaume-Uni. Quand vous êtes étudiant sur campus, vous pouvez rejoindre du coup ces petites associations étudiantes qui sont financées par l'université et qui vont, vous avez des centaines et des centaines d'associations étudiantes qui s'intéressent à différentes choses, plus ou moins farfelues d'ailleurs. Vous pouvez avoir des associations évidemment sportives, des clubs sportifs si vous avez un sport en particulier que vous souhaitez continuer à pratiquer à un certain niveau. Mais c'est aussi des centres d'intérêt, hein, musique, culturelle, linguistique, toutes sortes de choses. C'est avant tout finalement une excuse pour rencontrer du monde et pour apprendre à socialiser et à construire un petit peu votre réseau aussi. Puisqu'on va reconnaître aussi, je pense que c'est important de le souligner, c'est que quand vous allez à l'université, il y a le côté académique, évidemment. Vous y allez pour apprendre quelque chose sur le plan académique. Mais pour la plupart, vous allez aussi apprendre à vivre en autonomie, peut-être pour la première fois. Donc, apprendre à socialiser, justement, acquérir une certaine intelligence sociale aussi. Apprendre aussi à faire votre linge, à faire votre cuisine. Voilà, toutes ces choses-là, ça fait aussi partie de l'expérience que vous pouvez faire sur un campus universitaire. Alors, pour revenir un petit peu sur le concret des études, et quand on regarde du coup les systèmes éducatifs et qu'on les compare par rapport à la France, alors les différences sont pas gigantesques non plus. L'équivalent de la licence, donc le bac plus 3, c'est le bachelor, qui se fait en 3 ou 4 ans au Royaume-Uni. Quand c'est sur 4 ans, en principe, c'est parce qu'il y a une année de stage en entreprise ou d'échange universitaire qui est intégrée. À l'issue de la licence, vous avez la possibilité d'intégrer un master qui, souvent au Royaume-Uni, se fait en 1 an. Donc, on ne parle pas du tout du bac plus 5 d'ailleurs au Royaume-Uni. Hein. Ça, c'est un terme très français de dire il faut que je fasse un bac plus 5, bac plus 5. Au Royaume-Uni, c'est licence master, enfin bachelor master plutôt, qui ne se fait pas forcément du coup en 5 ans. Ça peut se faire en 4 ans si vous faites la licence, le bachelor en 3 ans et puis vous enchaînez avec un master en 1 an. Et puis, je dirais aussi que probablement une majorité d'étudiants britanniques arrêtent leurs études au niveau du bachelor en fait. Et vont directement dans le monde de l'entreprise. Encore une fois, parce que les entreprises ont un rôle qui est très important au niveau de la formation, beaucoup plus qu'en France. En termes d'équivalence, enfin, on va parler du Brexit dans un instant, hein, mais en tout cas, vous verrez que ça, il n'y a rien qui change. Donc, si vous validez un bachelor au Royaume-Uni, donc en 3 ou 4 ans, vous pouvez tout à fait
revenir en France par la suite et intégrer un programme de master sans difficulté. Et l'inverse, c'est vrai également. Vous pouvez tout à fait faire une licence en France et partir ensuite faire votre master au Royaume-Uni si vous le souhaitez. Donc, quand vous préparez un projet d'études au Royaume-Uni, il y a différentes choses à prendre en compte et c'est important de bien choisir son université. C'est vrai qu'on parle beaucoup des classements, surtout au lycée international d'ailleurs. Je sais que forcément, c'est un établissement assez élitiste et donc on va beaucoup s'attacher à cette question des classements qui est importante, certes, mais qui n'est pas non plus forcément la question la plus essentielle non plus. Il faut regarder différentes choses, je pense, et vraiment voir l'image globale. Ce qui est très important à mon sens, c'est le type d'établissement et le type d'enseignement que vous souhaitez recevoir. Vous avez certaines universités qui sont des universités de recherche. Oxford et Cambridge, typiquement, ce sont des universités de recherche. Les universités plus globalement du Russell Group, vous avez le logo du Russell Group en bas à droite de l'écran. Le Russell Group, ce serait l'équivalent britannique au Ivy League aux États-Unis ou peut-être, je ne sais pas trop ce qui serait l'équivalent en France. Mais en tout cas, c'est un consortium d'universités qui sont finalement les mieux classées et qui sont très actives dans le secteur de la recherche. Et c'est la raison pour laquelle elles sont bien classées d'ailleurs, puisque quand vous regardez les classements universitaires et ce qui fait qu'une université est plus ou moins bien classée, l'un des critères principaux, c'est la recherche. Donc ça, c'est très intéressant pour quelqu'un qui souhaite étudier quelque chose où la recherche est importante. Si vous destinez à des études scientifiques, par exemple, c'est vrai que être sur un campus avec beaucoup d'installations à ce niveau-là, avec beaucoup de chercheurs sur place, avec pourquoi pas des prix Nobel et compagnie, c'est vrai que c'est sympa. Maintenant, si vous voulez faire des études de commerce, par exemple, là, c'est vrai que la recherche, en l'occurrence, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Et vous serez peut-être mieux dans un environnement ou avec des universités qui vont se focaliser surtout sur l'enseignement plutôt que la recherche. Et vous avez des universités pour qui la spécialité, c'est vraiment l'enseignement, avec des professeurs, du coup, qui sont là parce que ces personnes-là sont passionnées par l'enseignement. Ce qui est moins vrai dans des grandes universités de recherche où les chercheurs enseignent, certes, mais ce n'est pas forcément leur vocation première. Ça joue. Donc, c'est vrai que vous avez des établissements peut-être du coup un petit peu moins bien classés parce qu'elles ne font pas beaucoup de recherche, mais où l'expérience étudiante est tout aussi bonne, voire souvent meilleure. Quand vous regardez d'ailleurs le taux de satisfaction des étudiants dans ces universités-là, il n'y a pas trop photo. En principe, il est beaucoup plus élevé que chez les universités de recherche, même si ces dernières sont mieux classées. Ce qui va jouer aussi, c'est la taille des classes. Ça, c'est des choses que vous pouvez identifier assez rapidement sur le site des universités. Vous pouvez voir le ratio étudiant-professeur. Donc, plus ce ratio est faible, forcément, c'est mieux. Si vous savez qu'en moyenne, il y a 10 étudiants pour un professeur, vous n'allez pas faire la même expérience dans cette université-là comparé à une université qui, en moyenne, a 50 élèves, 50 étudiants pour un professeur. Pour le coup, là, c'est très simple à faire la part des choses à ce niveau-là. Ce qui va jouer aussi, c'est le coût de la vie et des études. Les frais de scolarité, on va le voir, ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les universités. Et là, notamment avec le Brexit, les différences sont plus marquées que par le passé. Et ce qui va jouer aussi, c'est l'environnement dans lequel vous souhaitez étudier. Est-ce que vous voulez être dans une grande ville, dans une petite ville, en campagne, sur un campus les campus traditionnels, c'est-à-dire ce que je conçois un petit peu comme un village gaulois où tout se trouve au même endroit à l'écart de la ville, c'est très souvent justement des universités plutôt en campagne qui ne sont pas au centre-ville. Si vous étudiez à Londres, si vous voulez étudier à Londres, vous avez toutes les installations d'un campus, mais pas vraiment un campus à proprement parler. Ce sont des bâtiments qui sont répartis dans un quartier de la ville de Londres, en l'occurrence. Donc, le choix de l'université, très important d'y accorder du temps. Les images que j'ai mis à droite, le Russell Group,
c'est, comme je vous le disais, ce consortium d'universités de recherche. J'ai mis BART parce qu'elle est très demandée de manière générale. Je pense que beaucoup d'étudiants qui m'écoutent et de parents en auront entendu parler. C'est vrai que pour tout ce qui est études de commerce, ingénieur, économie, politique, toutes ces choses-là qui séduisent souvent les élèves, ben, elle est très bien classée. Elle ne fait pas partie du Russell Group. Apparemment par choix. Elle n'a pas voulu rejoindre ce consortium. Mais bon, elle est dans le même panier en termes de niveau et de classement. J'ai également mis le logo d'une université que vous connaîtrez probablement pas, par contre, qui s'appelle New College of the Humanities, et que je trouve intéressante parce qu'elle va proposer un enseignement interdisciplinaire. Et ça, c'est de plus en plus à la mode. Cette notion de pas forcément vous spécialiser, de pas forcément choisir une filière style justement commerce ou ingénierie ou médecine ou compagnie, mais plutôt de rester large et de vous laisser cette possibilité de mélanger différents domaines qui n'ont pas forcément de lien direct entre eux et d'acquérir un enseignement interdisciplinaire pour voilà, mieux vous spécialiser par la suite. Je pense que c'est quelque chose qui se développe c'est aux États-Unis qui est déjà très développé avec l'enseignement qu'on appelle liberal arts, au Royaume-Uni qui arrive de plus en plus, dans des pays aux Pays-Bas par exemple, ça se fait de plus en plus également. Donc voilà, c'est une évolution qui mérite peut-être d'être regardé si jamais vous vous destinez à ce type d'études. Alors quand on candidate aux universités britanniques, ça se passe sur dossier. Alors on va regarder différentes choses. Alors, j'ai indiqué les relevés de notes. Ceci dit, ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, les universités britanniques ne s'intéressent pas vraiment aux relevés de notes. C'est plutôt votre conseiller, en l'occurrence, qui les regardera pour pouvoir situer un petit peu votre niveau. Mais elles se basent avant tout sur trois choses, en fin de compte. Sur votre lettre de motivation, qu'on appelle le personal statement. Ça, c'est vraiment une pièce maîtresse du dossier qu'il faut travailler avec soin. Ça prend du temps. C'est un document d'une page dans lequel vous vous motivez un petit peu vos raisons de vouloir étudier un domaine en particulier et ce au Royaume-Uni. Il y a une lettre de recommandation qui est très importante aussi, qui est faite par l'un de vos professeurs au lycée et dans laquelle figurent notamment des notes prévisionnelles pour le bac. C'est là-dessus que les universités se basent beaucoup. Donc, dans cette lettre de recommandation, le prof pourra dire, si tout se passe bien, mon étudiant devrait valider son bac en fin d'année avec 15 de moyenne, avec 16 en maths, 14 en SVT, 13 en anglais, je ne sais quoi. Et en fonction de ces notes-là, l'université va pouvoir vous situer un petit peu plus. Il ne regarde pas les relevés de notes et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez fournir d'ailleurs dans un dossier. Tout étant centralisé via une plateforme qu'on appelle UCAS, qui est l'équivalent britannique de Parcoursup. Et voilà, dans laquelle on ne peut pas fournir les relevés de notes. Ça ne fait pas partie d'un dossier. On va regarder aussi votre niveau d'anglais. Alors, pour ceux qui sont dans des sections anglophones, américaines, britanniques de l'OIB, vous êtes tranquille à ce niveau-là. On ne va pas vous embêter sur ce plan. Pour les autres, par contre, c'est quelque chose que vous devrez faire. Alors, je crois qu'au lycée international, vous passez le Cambridge, Cambridge Advanced ou Proficiency. Si c'est le cas, c'est accepté comme équivalent. Si vous n'avez pas prévu de le passer, alors c'est quelque chose qu'il faut passer pour postuler aux universités. Dans certains rares cas, on peut vous demander de faire des tests en plus. Ça, c'est pour les étudiants qui visent Oxford-Cambridge, par exemple, ou qui veulent faire des études de médecine ou des études de droit dans certaines universités très prestigieuses. Là, on peut vous demander de passer des tests. Alors, ça, c'est pour ça que c'est important de vous renseigner assez tôt, finalement. Ces tests-là se passent environ 1 an à l'avance. Donc, si vous pensez à des études très prestigieuses au Royaume-Uni, c'est un projet qu'il faut commencer quand même à réfléchir, je dirais, en première, hein, dès le début de l'année de première. Et si on parle de timing, justement, je pense qu'environ 2 ans en amont, c'est important de commencer à se renseigner du coup sur les différents programmes, les différentes universités, les prérequis. Les prérequis, c'est très important, surtout compte tenu de la réforme du bac, puisqu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir certaines matières et d'en abandonner d'autres.
je pense qu'en fait, finalement, dès la fin de la seconde, ou au moment où vous commencez à choisir vos cours en première, il faut vous renseigner là-dessus parce que certaines universités vont exiger une note en maths, par exemple, pour certains domaines. Donc, si vous avez laissé tomber les maths et que derrière, vous voulez faire des études de commerce au Royaume-Uni, c'est un problème. Pour les études de commerce, souvent, il vous faut une note en maths. Donc, c'est très important de commencer à vous renseigner là-dessus assez tôt. Et d'autant plus si vous visez le top du top. Quand je citais Oxford et Cambridge, c'est vrai que par rapport à ce calendrier-là que vous voyez sur l'écran, il est valable pour 99% des universités. Si vous voulez faire Oxford, Cambridge ou des études de médecine, les dates limites sont plus tôt dans l'année. Et donc là, il faut avoir postulé en principe avant le 15 octobre de l'année qui précède la rentrée, donc tout au début de l'année terminale. Et en sachant que ce sont des dossiers qui se préparent beaucoup, donc ça implique vraiment d'avoir vraiment avancé pendant l'année de première. Mais voilà, mais typiquement, ce sont des dossiers donc du coup qu'on envoie entre 10 et 8 mois avant la rentrée. Là, on est le combien? On est le 16 janvier aujourd'hui. Donc pour les étudiants qui sont en terminale, c'est maintenant que ça se joue. Les dossiers sont à envoyer à peu près maintenant. Avant le 29 janvier cette année, c'est une date qui a été un petit peu repoussée à cause du Covid. Mais dans une année normale, c'est le 15 janvier, la date limite pour postuler. Donc voilà, quelque chose qu'il faut commencer à préparer assez tôt. Le coût des études, qui est un sujet important, évidemment. On va parler du Brexit dans un instant, mais l'une des conséquences du Brexit, c'est qu'effectivement, les frais de scolarité augmentent au Royaume-Uni pour les étudiants européens, puisqu'ils vont devoir s'acquitter désormais des frais internationaux. En gros, au Royaume-Uni, vous avez deux catégories de frais de scolarité. Vous avez les frais de scolarité locaux, qui s'appliquent aux Anglais et aux personnes qui sont résidentes sur le sol, au Royaume-Uni, et qui étaient résidentes avant le 31 décembre 2020. Et vous avez des frais de scolarité internationaux qui s'appliquent au reste. Donc, tous les Européens, tous les internationaux de manière générale, voilà, vous avez ces deux catégories de frais de scolarité-là. Et donc, les frais de scolarité internationaux sont très variables d'un établissement à l'autre. Vous avez des universités où c'est très cher, Oxford et Cambridge, et ces grandes universités-là du top du classement, ben voilà, elles vont facturer assez cher en principe. Il faut compter, on peut se rapprocher, voire dépasser les 30 000 euros par an en frais de scolarité. Maintenant, sur d'autres établissements, vous avez des frais de scolarité qui restent tout à fait acceptables dans les eaux de 10-15 000 euros. Je dirais que la moyenne d'ailleurs nationale, elle va se situer maintenant plutôt dans les eaux de 15 000 euros, ce qui est plus cher que par le passé puisqu'on était à peu près à 10 000, mais c'est pas non plus, on n'a pas non plus doublé, triplé, quadruplé les frais de scolarité ou je ne sais quoi. Ça, c'est quelque chose qui se lit beaucoup dans les journaux en ce moment. On dit que les frais de scolarité ont triplé partout. C'est pas vrai. C'est vrai dans certaines universités, malheureusement. Typiquement, le top du top du top. Mais d'autres restent quand même relativement abordables. Et si on compare aussi, je pense que c'est important de comparer avec d'autres destinations. Bon, c'est vrai que par rapport à la France, ça reste globalement plus cher, mais par rapport au privé français, il n'y a pas forcément non plus des différences totalement ahurissantes. Mais si vous regardez des destinations comme les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Royaume-Uni reste quand même assez compétitif, notamment au niveau des frais de scolarité. Donc, parlons impact du Brexit, justement. C'est pas non plus si cataclysmique que ça. Vous allez avoir effectivement les frais de scolarité dont on vient de parler qui augmentent, certes. Bon, ça, on le sait. Je pense que la moyenne va se situer, comme je vous le disais, entre 15 000, dans les autres 15 000 livres par an à présent. Ceci dit, on trouve aussi de plus en plus de bourses maintenant. C'est quelque chose qui ne se faisait pas trop par le passé au Royaume-Uni, mais ça se multiplie. Et pas mal d'universités ont notamment annoncé qu'elles allaient mettre en place des bourses pour permettre aux étudiants européens de continuer à bénéficier de frais de scolarité réduits. Ce n'est pas le cas de toutes les universités. Chacune est libre de faire un petit peu ce qu'elle veut à ce niveau-là.
Mais chez certaines, d'ailleurs, elles ont mis en place des bourses pour que les frais de scolarité restent dans les eaux de 10 000 euros par an pour les étudiants européens. D'autres ont mis en place beaucoup plus de bourses de mérite. Et des choses comme Warwick, c'est un bon exemple à ce niveau-là. C'est une université qui, du coup, jusqu'ici coûtait 9 000 livres. Les frais de scolarité ont augmenté à 27 000 livres à l'université de Warwick, qui est une bonne école pour le commerce notamment. Mais elle a mis en place énormément de bourses qui seront attribuées sur mérite et qui permettront aux étudiants qui obtiennent ces bourses de bénéficier de frais de scolarité très réduits pour la durée de leurs études. Donc, bon, ça, c'est à prendre en compte aussi. Hein. Donc, pas forcément se fier, se limiter ou se bloquer aux frais de scolarité qui sont publiés sur le site des universités, puisqu'il y a quand même des bourses qui arrivent et qui sont mises en place pour démocratiser un petit peu plus l'accès. Alors, autre conséquence du Brexit, c'est l'introduction du visa. Donc maintenant, tout étudiant non britannique qui souhaite aller au Royaume-Uni devra obtenir un visa. C'est pas quelque chose de délirant non plus. Hein. Alors, on va voir ce que ça donne précisément cette année, mais d'après ce que j'ai pu voir et les informations qui m'ont été communiquées jusqu'ici, c'est une procédure qui a l'air quand même relativement simple, qui se fait en ligne intégralement. Et ce visa devrait être délivré assez rapidement. Ce visa est toutefois sorti de certaines restrictions, et je pense notamment aux restrictions en termes de travail, puisque jusqu'ici, les étudiants européens pouvaient travailler librement sur le sol britannique sans la moindre restriction. Désormais, ils seront limités à 20 heures par semaine. Ce qui, en fin de compte, et pour un étudiant, en tout cas, ça ne change pas grand-chose, puisque si vous êtes étudiant et que vous travaillez plus de 20 heures par semaine, ça va être compliqué d'associer ce travail avec un bon apprentissage académique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui devrait réellement changer la donne pour les étudiants. À noter que vous seriez libre de travailler autant que vous le souhaitez pendant les vacances scolaires. C'est juste pendant la période académique que vous êtes limité à 20 heures par semaine. On trouve en ce moment des universités un petit peu aux petits soins, hein, puisqu'elles ne veulent pas perdre leurs étudiants européens. Donc, elles font plein d'efforts en ce moment, il faut en profiter. Notamment, je vous parlais de bourse à l'instant, mais pas que. Je pense que voilà, elles vont être, je pense, peut-être plus réceptives sur les années à venir aux dossiers qui leur proviennent de la part d'étudiants européens. C'est un peu tôt pour le savoir, puisque là, on a cette première fournée d'étudiants qui postulent cette année dans le contexte du Brexit. Donc, on va voir ce que ça donne, mais je soupçonne que ce sera peut-être plus facile d'être admis dans certaines universités très sélectives. Tout simplement parce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait moins de demandes de la part d'étudiants européens pour le Royaume-Uni à cause des frais de scolarité qui ont augmenté. Donc, de ce fait, voilà, ça risque d'être un petit peu moins compétitif pour entrer dans certaines universités. Je pense en particulier à l'Écosse, d'ailleurs, puisque l'Écosse, jusqu'ici, était totalement gratuite pour les étudiants européens. Donc, il y avait une demande totalement ahurissante pour partir étudier en Écosse. Et du jour au lendemain, du coup, l'Écosse est au même niveau que les autres en termes de frais de scolarité. Vous avez pourtant de très, très belles universités là-bas, Édimbourg, Glasgow, St. Andrews, qui, du coup, vont devoir travailler plus dur pour recruter des étudiants français ou européens plus largement. Donc, peut-être des opportunités vont se dessiner à ce niveau-là. On le verra, je pense, au moment du bac et des résultats, et on regardera les destinations des étudiants cette année. Mais bon, logiquement, ça devrait quand même avoir un impact à ce niveau-là. Et puis, quoi qu'on en dise, voilà, le Brexit, tout ne change pas non plus. Hein. Les Anglais restent fidèles à eux-mêmes. Il y a plein de choses qui devraient vous attirer, hein, notamment les baked beans et le temps. Donc, il ne faut pas hésiter à faire vos bagages et aller continuer à visiter le pays de notre chère reine. Voilà. Peut-être rapidement pour conclure, je vous indique rapidement le type de service que j'ai l'habitude de fournir avec Study Experience, s'il y en a parmi vous que ça peut intéresser. On est là un petit peu pour fournir le même type de prestations. Alors, je pense que s'il y a des élèves qui nous écoutent des sections britanniques et américaines, ça vous concerne moins, parce que je pense que c'est un accompagnement que vous avez déjà en interne au lycée international.
nous, on propose de faire la même chose, mais pour les autres sections, en fin de compte. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un en interne qui peut vous aiguiller sur le choix des programmes, des universités, pour monter le dossier, l'optimiser, travailler tout ce qui est, par exemple, l'aide de motivation, c'est quelque chose qui prend du temps et on coach beaucoup nos étudiants sur cette étape-là du dossier. On fait l'inscription avec vous et puis au-delà de ça, on vous accompagne dans toutes les étapes qui succèdent jusqu'au départ. Donc, avec notamment les questions qui se posent aujourd'hui du visa et de l'installation sur place et tout ça. Voilà. On arrive à la fin. Donc, je vous laisse aussi nos coordonnées sur ce dernier slide. Et puis, si vous avez des questions, écoutez, c'est le moment. Je vais voir si je peux. Tac. Alors, quelqu'un me demande si c'est moi sur la photo. Je ne sais pas de quelle photo elle parle. Si c'est mes dents, probablement. Si vous pensiez à la photo précédente, c'est probablement moi puisque je suis anglais. Alors, tac. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro du coup et la poser. Pensez-vous. Oui. Oui. Bonjour Sarah. Bonjour. J'ai juste une question concernant les bourses. J'ai pas bien compris comment est-ce qu'on peut les obtenir et aussi j'aimerais bien savoir le montant maximal, par exemple, d'une bourse, disons en droit. En ce moment, les bourses qui sont attribuées sont plutôt attribuées de manière automatique, en fait. Donc, quand vous postulez, si vous recevez une bourse, elle vous sera attribuée automatiquement. La plupart des bourses qui sont proposées aujourd'hui sont faites pour essayer de ramener les frais de scolarité au niveau avant le Brexit, en fait. Donc, si vous postulez dans une université pour faire du droit et que vous voyez les frais de scolarité sont de 20 000 livres, je pense que si on vous accorde une bourse, ce serait à peu près de l'ordre de 9 000 livres ou de 10 000 livres par an pour que vous payiez la même chose que par le passé, en fait. D'accord. Mais du coup, il ne faut pas la demander, Vous on nous n'allez la pas donne. avoir des bourses qui couvrent toute la… Parce que après, il faut quand même regarder le cas particulier de chaque établissement, mais je dirais que dans la plupart des cas, effectivement, c'est automatique. D'accord. Certaines sont vraiment totalement automatiques. C'est-à-dire que si vous êtes européen, vous l'aurez. C'est le cas, je sais que Royal Holloway, qui est une université à proximité de Londres, qui fait du droit d'ailleurs, elle a mis en place des bourses automatiques pour tous les Européens. Donc, si vous êtes Européen, c'est 9 000 livres et non pas les 18 000 livres qui sont pratiqués sinon. Maintenant, dans d'autres universités, c'est plutôt sur mérite. Donc, ça va être en fonction, ils vont étudier votre dossier en fait, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, Sarah, je vous en prie. Il y a quelqu'un qui me demande s'il est postulé aux universités, c'est en dehors de… Alors, je pense que c'est en dehors de Parcoursup. Je crois que c'est ça la question. Oui, c'est totalement deux choses totalement différentes. Vous n'avez pas renseigné les études au Royaume-Uni dans Parcoursup et vice-versa. C'est deux processus totalement indépendants et totalement séparés. Tac. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'en ai une. Oui, bonjour Alexandra. Je sais que pour le UCAS system, il y a 5 universités que tu peux choisir pour envoyer. Et du coup, je me demandais si Oxbridge, du coup, ça faisait partie de ce système aussi. Oui. Oui, tout à fait. Enfin, quand on postule via UCAS, donc vous pouvez faire 5 choix. Par contre, Oxbridge, donc c'est Oxford et Cambridge, c'est le terme qu'on utilise pour contracter les deux établissements. Vous pouvez postuler qu'à un seul de ces deux établissements. Ok. Vous ne pouvez pas postuler aux deux, d'accord? À noter que si vous présentez l'une de ces deux universités, du coup, le dossier doit être envoyé avant le 15 octobre de l'année qui précède la rentrée. Donc, si vous êtes en terminale, là, c'est trop tard. Si vous êtes en seconde première, voilà, ça se discute. Ok. C'est jouable. Merci. Voilà. Je vous en prie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ne soyez pas timide.
Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur le coût le Bonjour. garanti en année 1. Oui. Quand il est garanti, ça veut dire quoi? Donc, on a une place, mais est-ce que c'est inclus dans le coût de scolarité ou en dehors? Et où est-ce qu'on peut trouver les informations concernant ces coûts-là en année 1, année 2, année 3 Alors, quand je dis que le logement est garanti, c'est qu'effectivement, les étudiants ont la possibilité d'avoir une chambre sur le campus en première année. Ça n'inclut pas, les frais de ce logement ne sont pas inclus dans les frais de scolarité, donc c'est un coût supplémentaire à prévoir. Généralement, le coût est plutôt compétitif et inférieur à ce que vous pourriez trouver sur le marché privé, on va dire, en ville. Un coût universitaire à Londres est moins cher qu'un studio ou un appartement à Londres, par exemple. Le coût après de ce logement, c'est très variable, ça dépend de l'option que vous prenez. Vous avez des logements avec salle de bain privative, sans salle de bain privative, des chambres partagées. Vous avez toutes sortes d'options, on va dire, pour un petit peu tous les budgets. Donc ça, après, c'est à voir sur le site de chaque université. En principe, vous avez une rubrique qui est dédiée au logement et ils vont vous donner une fourchette de prix. En principe, je dis aux étudiants qu'il faut prévoir à peu près 10 000 € par an pour les frais courants. Donc, je pense au logement, à la nourriture, aux sorties, au transport, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est le budget, on va dire, coût de la vie qu'il faut prévoir en plus des frais de scolarité, je pense, en moyenne. Ça peut être plus ou moins selon le train de vie de chacun et la ville notamment, mais ça vous donnera une idée. Après, le logement, en principe, les étudiants, donc, du coup, sont logés sur le campus en première année. Mais à partir de la deuxième année, ils se mettent plutôt en colocation en ville. Et ça, par contre, l'université encadre dans ce process-là. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une liste de colocations qui sont fiables et validées par l'université. Mais voilà, les logements sur le campus sont plutôt destinés en priorité aux étudiants de première année. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on me demande aussi si la rentrée universitaire se fait en septembre ou si elle est possible aussi en janvier. Les deux, la rentrée principale, quand même, c'est le mois de septembre, surtout pour des études post-bac. Vous avez beaucoup de masters qui commencent en janvier, mais je dirais que pour les bachelors, en majorité, ça se fait au mois de septembre. Mais vous avez quand même certains programmes qui commencent en janvier. Ce n'est pas le cas partout. Quand c'est proposé, ça sera indiqué sur la page du programme, sur l'université en question. En tout cas, ça se fait, c'est possible. Ouais, j'avais une question supplémentaire peut-être sur Oxford, Cambridge. Il y a plusieurs collèges sur Oxford et Cambridge. Est-ce que c'est une application qui se fait sur l'ensemble des collèges ou collège par collège? Alors, en fait, quand vous candidatez à Oxford ou Cambridge, vous avez le choix. C'est-à-dire que soit vous pouvez faire ce qu'on appelle un open application. Ça veut dire que le dossier est soumis à Oxford, par exemple, et attribué de manière, je ne pense pas que ce soit aléatoire, je ne sais pas trop comment ils font leur répartition, mais en tout cas, c'est l'université qui se charge de transmettre le dossier à un collège spécifique que vous n'aurez pas choisi du coup. D'accord? Vous avez cette possibilité-là. Si, par contre, vous savez exactement dans quel collège vous souhaitez postuler, vous pouvez aussi indiquer au moment de postuler le collège auquel vous postulez. Mais vous ne pouvez pas faire plusieurs dossiers dans plusieurs collèges de l'université. C'est un seul dossier Oxford ou un seul dossier Cambridge. Et au sein de ce dossier-là, voilà, soit vous demandez à l'université de référer le dossier à un collège, ou alors vous choisissez votre collège. Il n'y a pas de différence, je dirais, entre les deux approches. Je ne pense pas que vous ayez plus de chances de rentrer à Oxford en faisant ce qu'on appelle un open application par rapport à une demande dans un collège spécifique. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, j'ai une autre question aussi. Oui. Et par rapport aux interviews, est-ce que du coup, quand on fait son dossier, comment ça se passe si on a un interview dans le système?
Ou est-ce que ça Alors, se fait? c'est rare d'avoir un interview. Les seules universités qui vont vous demander un interview, enfin un entretien en l'occurrence, c'est typiquement Oxford Cambridge, ou alors pour des études de médecine, parfois pour des arts appliqués, s'il y en a parmi vous qui veulent faire de l'art ou du design, des choses comme ça. Mais bon, ça concerne quand même une minorité de dossiers. Quand vous postulez, donc parce que Alexandra, je crois que vous étiez intéressée par Oxford ou Cambridge, donc quand vous postulez dans l'une de ces universités-là, il y a une évaluation initiale qui est faite de votre dossier, donc ils vont garder. En fait, dans l'ordre des choses, Alexandra, quand vous postulez à Oxford, avant même de regarder votre dossier, ce qui va les intéresser en priorité, c'est vos résultats au test d'admission. Puisque pour ces deux universités, vous avez un test d'admission, un espèce de concours à passer en amont. D'accord? Et c'est votre résultat à ce test qui va pousser Oxford ou Cambridge, en l'occurrence, à aller plus loin dans l'étude de votre dossier. Si vous êtes en dessous d'un certain seuil, ils ne vont pas s'embêter à aller plus loin. Si par contre, vous êtes au-dessus d'un certain seuil, là, ils vont garder votre dossier, donc votre lettre de motivation, lettre de recommandation et tout ça. Et si ils voient leur clé, là, ils vont vous inviter à un entretien qui se fait typiquement entre janvier et mars. Là, en ce moment, avec la Covid, ça se fait beaucoup à distance, par Skype, mais dans une année normale, il faut prévoir d'aller sur place et de faire plusieurs entretiens en fait sur place avec différents professeurs qui vont vous sonder sur toutes sortes de choses, évidemment sur votre motivation, mais aussi sur votre maîtrise du sujet en fait. Et ça, il faut bien le comprendre pour des universités style Oxford-Cambridge. Ils demandent quand même un niveau de connaissance dans le domaine d'études recherchées qui est très poussé. Il faut vraiment avoir une culture importante dans le domaine que vous souhaitez présenter dans ces universités. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, j'ai deux autres questions dans le chat. La question de savoir si le logement est garanti en deuxième année ou non. Non, techniquement, il n'est pas garanti en deuxième année, mais les étudiants sont logés. Hein. Il n'y a pas toute une communauté d'étudiants sous des ponts dans les villes britanniques. En principe, ils sont logés sans problème. Par contre, l'université va beaucoup assister dans cette démarche de recherche de logement. Donc, si un étudiant se retrouve sans logement en deuxième année, l'université va lui trouver un logement, sur le principe. Donc, quelque part, oui, c'est garanti. Ils ne vont pas laisser un étudiant dans… Mais ce que j'entendais par logement garanti, c'était sur le campus, puisque l'université va avoir un quota de chambres disponibles aux étudiants sur le campus, et ce quota-là est réservé en priorité aux étudiants de première année. Alors, on me demande aussi… Donc, pour ceux qui passent les examens Cambridge au lycée, il n'y a pas besoin de passer un autre test de niveau d'anglais. Voilà, effectivement. En tout cas, si c'est tant que c'est Cambridge Advanced ou Proficiency, et tant que vous le validez avec les notes requises par l'université, vous n'avez pas besoin de passer un autre examen. Effectivement, c'est reconnu au même titre que l'IELTS ou le TOEFL. On me demande si les candidatures aux universités sont payantes. Non, enfin, techniquement, si, vous devez payer 25 livres, je crois, c'est à peu près 27 € au moment de soumettre un dossier UCAS, mais voilà, c'est pas vraiment dire que ce soit payant. Voilà, est-ce que, écoutez, allez, dernière chance pour poser des questions. Je peux peut-être en prendre 2-3 s'il y en a encore. Sinon, je vous laisse jouer dans la neige. Là, j'ai des enfants à côté qui veulent que ça. Oui, encore une question par rapport à l'Écosse. Oui. Est-ce que vous pensez que la situation, avec le Brexit et tout, que la situation de l'Écosse va changer financièrement? C'est déjà le cas, oui, effectivement. C'est plus possible d'étudier gratuitement en Écosse. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais oui. Est-ce que ça va changer? C'est tout au Royaume-Uni, de manière générale, tout a changé, effectivement, à ce niveau-là. Mais après cette année de premier changement, est-ce que vous pensez que l'Écosse va faire des changements en voyant que, par exemple… Ça va être intéressant à suivre, je ne sais pas. Je pense que certaines universités vont devoir s'adapter et changer des choses parce que forcément, si elles perdent tout le marché européen parce qu'elles sont plus accessibles, ça va être un problème pour elles. Donc, elles vont devoir s'adapter. Maintenant, vous avez quand même aussi une certaine catégorie d'universités
dont Oxford et Cambridge qui vous intéressent, Alexandra. À mon avis, ils n'en ont pas grand-chose à faire du changement des frais de scolarité. Ils savent qu'il y aura des étudiants qui seront prêts à payer ce qu'il faut pour aller étudier dans ces universités. Ok, merci. Donc, on risque de se retrouver avec une certaine catégorie qui vont être très chères et plein d'autres universités qui vont, à mon avis, revoir effectivement les frais de scolarité pour être compétitives, notamment vis-à-vis d'autres universités européennes, puisque vous avez aussi des universités aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et tout ça qui, du coup, sont de plus en plus sollicitées. En France également, évidemment. Vous avez des universités qui vont être de plus en plus attrayantes à ce niveau-là. Donc, les Anglais vont devoir faire des efforts pour être compétitifs. D'accord. On me demande si le dossier doit être envoyé en anglais. Oui. Et si vous avez des relevés à fournir aux écoles et des choses comme ça, effectivement, il faut les faire traduire en anglais. La lettre de motivation doit être faite en anglais, évidemment. On la traduirait pas. Ça doit être votre travail personnel en anglais. Et est-ce que l'attribution des bourses… Oui, excusez-moi. Du coup, si jamais on veut aussi donner une lettre de recommandation, déjà, il faudrait qu'elle soit faite par qui? Oui. Ensuite, est-ce qu'il faut qu'elle soit en anglais? La lettre de recommandation doit être faite par l'un de vos professeurs. Au lycée international, je conseille en principe aux étudiants de solliciter leur prof de section parce que c'est vraiment la section qui fait la différence du lycée international par rapport à d'autres lycées français. Ceci dit, vous pouvez aussi demander à un prof, si vous voulez étudier, je ne sais pas, de la biologie, vous pouvez demander effectivement au prof de biologie de vous faire une lettre aussi. Cette lettre peut être rédigée en français, auquel cas on la fait traduire. Ça, ce n'est pas un souci. Par contre, la lettre de motivation qui doit être représentative de votre niveau, notamment linguistique, c'est normal qu'elle soit faite par vos soins en anglais directement. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'ai une autre question. Malva qui me demande pour le dossier, est-ce qu'il y a des choses particulières que les universités au Royaume-Uni cherchent par rapport aux États-Unis? Après, ce qui peut distinguer certains dossiers aux yeux des admissions, c'est le contenu de la lettre de motivation quand même, dans laquelle on va pouvoir indiquer si vous faites des choses en dehors des cours. C'est vrai que comme aux États-Unis, je pense qu'ils vont beaucoup valoriser la vie étudiante, donc pas que académique. Donc, si vous faites un sport ou du bénévolat ou si vous avez déjà fait des stages ou des choses comme ça, c'est des choses qui vous distinguent quand même par rapport à d'autres étudiants. Donc, ça, je pense que c'est bien de le souligner. L'extrascolaire, c'est quand même très important. Est-ce qu'il faut une lettre de recommandation, 2 ou 3? Une seule lettre de recommandation, Charlotte. On peut en mettre qu'une seule. Voilà. J'avais juste une dernière question. Oui. Je sais qu'aux États-Unis, on fait des college essays. Je ne sais pas vraiment si c'est comme ça qu'on appelle ça. Est-ce que c'est à peu près la même chose au Royaume-Uni? Des college essays, il va falloir me développer un petit peu ce que vous avez en tête, Sarah. À quoi vous pensez au niveau de l'admission? Vous savez, oui, vous savez, parfois on vous demande d'écrire un essai sur soit une question qu'on vous pose, soit libre. D'accord, ok, je vois ce que vous voulez dire. Non, typiquement, non, ça on ne vous le demandera pas. C'est le personal statement qui est donc une lettre de motivation assez standard qui répond quand même à certains critères britanniques, mais qui est une lettre de motivation relativement standard. Donc, vous avez ça à fournir. Vous ne répondez pas à une question spécifique, c'est vous vous présentez dans une lettre. C'est rare qu'on vous demande autre chose. Pour certaines universités, encore une fois, ça va être Oxford Cambridge, parfois elles peuvent vous envoyer un complément d'information, notamment elles peuvent vous demander de fournir une dissertation ou un travail que vous avez fait au lycée pour qu'elles puissent voir un petit peu voilà, comment vous débrouillez à l'écrit. Mais des essays comme vous retrouvez dans le système américain, non, ça se fait pas trop au Royaume-Uni. D'accord. J'ai une autre question sur les bourses. Elles sont attribuées sur quelle base? Ça dépend. En fonction du revenu, non, pas du tout. En fonction du niveau, ça peut l'être. Vous avez des bourses de mérite, comme je le disais, donc qui sont
si un étudiant a un profil particulièrement attractif et qu'une université, du coup, très déterminée de l'avoir dans ses effectifs, effectivement, ça peut arriver qu'elle fasse des bourses sur la base du mérite. Le plus courant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure aujourd'hui, c'est des bourses automatiques, en fait, qui sont attribuées aux Européens pour permettre aux Européens de continuer à bénéficier d'une scolarité réduite par rapport aux années précédentes, auquel cas il n'y a aucun critère, il faut juste être européen. C'est la seule condition. Alors, encore une question de Nora. Les lettres de recommandation doivent être écrites par un professeur spécialisé dans la matière que l'on souhaite faire. C'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire non plus. C'est ce que je vous disais au lycée international. Je pense que c'est quand même pas mal de solliciter vos profs de section par rapport à cette lettre de recommandation. Parce que c'est vraiment ce qui distingue le lycée international. Maintenant, vous pourriez aussi avoir des lettres écrites à 4 mains. Vous pourriez demander à votre prof de section d'être le référent principal, mais demander aux profs spécialisés, donc en fonction de ce que vous souhaitez étudier, d'ajouter 1 ou 2 paragraphes en parlant de vous dans le contexte de la matière spécifique. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Auquel cas, on reste quand même dans le cadre d'une seule lettre. Oui, j'ai une dernière question aussi. C'est par rapport au relevé de notes. Quand on les envoie dans notre dossier, est-ce qu'elles doivent être traduites dans le système anglophone, du coup? Ou on les envoie dans le format original? Alors, Alexandra, typiquement, dans le dossier UCAS, vous n'aurez pas de relevé à fournir. Hein. Mais bon, si on vous demande par la suite des relevés à fournir, il faut les fournir traduits en anglais. On ne traduit pas la note, on traduit les termes, enfin le nom des matières, le texte qui figure sur le relevé de notes, on traduit. La note en elle-même, à partir du moment où on traduit une note, on l'interprète quelque part, ce qui n'est pas autorisé. Donc, ça reste dans le système français sur 20, des notes sur 20. Ok, merci. Alors, est-ce que je connais le taux de succès des postulants du lycée international? De manière générale, les étudiants du lycée international ont quand même la cote. Vous parlez plusieurs langues, c'est vrai qu'il y a quand même un certain niveau globalement qui est reconnu. Et le lycée international est du coup assez connu et reconnu, notamment au Royaume-Uni. Donc, ce sont des profils plutôt recherchés par les universités britanniques. Donc, ça, déjà, c'est un bon présage. Après, le taux de réussite, que ce soit les étudiants du lycée international ou d'autres établissements, je dirais à partir du moment où on cible des universités qui correspondent à l'étudiant en question et qui sont du coup réalistes. Et bon, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas pris quelque part. C'est très rare de se retrouver bredouille sans aucune offre. Et encore moins en sortant du lycée international, je pense. Voilà. Bon, écoutez, allez, dernière chance pour poser des questions si vous en avez. Bon, sinon, donc j'ai enregistré le webinaire. Donc dès qu'il sera prêt, je vous le ferai parvenir. Je crois que je dois avoir l'email des personnes qui se sont inscrites. Donc je vous enverrai ça. Et ainsi que mes coordonnées, du coup, vous aurez tout ce qu'il faut. Si vous avez d'autres questions plus personnelles à me poser, vous pouvez me contacter sans problème. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite un très beau samedi enneigé en espérant qu'on ne soit pas tous bloqués chez nous d'ici la fin de la journée. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt tout le monde. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.